plutôt l'intuition de faire plusieurs parcours universitaires, plusieurs branches à la fois, de la philosophie jusqu'à la maîtrise, de l'histoire, la licence, le doctorat, le certificat d'égyptologie à la Sorbonne. J'ai fait la paléontologie humaine, c'est-à-dire l'étude des anciens fossiles humains, de l'archéologie préhistorique, de la linguistique aussi. Beaucoup de savoir, beaucoup de secteurs du savoir qui m'ont ouvert les yeux et qui ont consolidé aussi, fortifié ma formation. Et pourquoi je l'ai fait? C'est que j'étais non seulement fasciné, mais convaincu par ce que Cheikh Anta Diop avait fait. J'étais absolument convaincu de cela. Or, Cheikh Anta Diop est à la fois mathématicien, très grand mathématicien, et il est de l'école de chimie de Paris, de Joliot-Curie, c'est un physicien nucléaire. Il a fait la préhistoire avec le roi Gourand, il a fait la philosophie avec Gaston Bachelard, il a fait l'ethnologie avec Marcel Griol, et la linguistique également, beaucoup dans la sociologie, beaucoup d'autres disciplines. Voilà pourquoi ce qui a donné une certaine vigueur, une certaine force à son travail intellectuel, à son argumentation scientifique. J'étais inspiré plus ou moins par lui aussi parce que je voulais l'imiter, je voulais suivre son exemple. C'était un modèle pour moi. La pensée africaine contemporaine a eu de grands esprits. Au Cameroun, les Bina Bikoy, par exemple, les Njo Mwele et tant d'autres, etc. En RCA aussi, en RDC aussi, de grands penseurs comme les Moudimbe, de la pensée africaine contemporaine, etc. Il y a eu des penseurs marxistes, cette tendance, avec Ali au Sénégal, avec Ali Amadi Dieng, la pensée marxiste. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Bon, maintenant, et puis habituellement, c'était que ma contribution, je peux dire, réside dans ceci. Il y avait le père Tampels, la philosophie bantou, que j'avais lu dès la première au lycée, et on critiquait le père Tampels, comme les Aimé Césaire et tant d'autres, et surtout les philosophes du Cameroun. Bon, après, il y a eu la pensée, disons, négro-africaine, sans trop définir de quoi il s'agissait. C'est la pensée africaine, c'était les mythes, les traditions orales, les collections, des choses comme ça, un peu modernes. Alors, moi, j'ai cru, à partir du professeur Utonji, qui disait que la philosophie, c'est bien beau d'en parler, mais il faut des textes. On ne peut pas faire la philosophie sans texte. Alors là, jusque-là, on faisait ça de façon orale, sans texte. Alors, comme je connais l'égyptien ancien, la langue égyptienne, donc je peux lire les textes anciens de l'Égypte antique. Et il y a beaucoup de textes de philosophie. Donc j'ai commencé à écrire un livre, j'ai dit, il faut faire la philosophie africaine de la période pharaonique. Il y a la philosophie africaine de la période classique. Il y a la philosophie de la période du Moyen-Âge, des empires soudanais, maliens, guinéens, etc., de Tombouctou. Il y a la philosophie africaine de la période, disons, moderne. Il y en a beaucoup, le philosophe Affaire, qui était un Ghanéen, qui a enseigné la philosophie en Allemagne au XVIIe siècle. Il y a la philosophie africaine contemporaine. Donc, ma contribution, c'était de faire la philosophie africaine de la période pharaonique. Donc, le fondement même de la philosophie, le départ même de la philosophie. Il y a des textes qu'on peut lire, que j'ai publiés dans l'original même, en hiéroglyphe, et puis des textes que j'ai traduits et que j'ai lus en hiéroglyphe, en translittérant en français, enfin en alphabet latin, et puis en traduisant, puis en faisant des commentaires. Donc, on peut ne pas être d'accord avec mon commentaire, mais le texte est là. Il est valable pour tous qui veulent chercher, etc. Donc, voilà un peu ma contribution.
Moi, je crois que le conseil, il faut suivre l'intelligence. Les angoisses, qu'il ait une conviction, qu'il ait quelque chose à faire. Je connais ça, qu'est-ce que je dois faire? Mais je peux arriver. Si les autres arrivent, je peux arriver. On a le même cerveau. Il suffit que je m'applique. Et c'est patient, c'est long, c'est difficile. Il n'y a pas d'argent, tu achètes les livres, on ne t'écoute même pas autour de toi. Tu fais tout seul dans la solitude, etc. Parfois, on se moque de toi, on se moque de moi au Benga Papillon, au Benga fait le vagabondage intellectuel. Mais aujourd'hui, personne ne peut le dire. Je me cultivais dans divers domaines. Donc les jeunes doivent être convaincus. Toi-même, tu es un monument. Tu fais quoi de ta vie, toi-même? Ensuite, tu as les aides, tu as le pays, tu as les moyens et qui viennent t'aider, même qui sont contre toi, qui te bloquent des obstacles. Mais au contraire, les obstacles doivent te pousser d'aller encore plus loin en avant. Il faut que les jeunes soient courageux. Rien n'est donné à l'avance. Ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. C'est difficile, quel que soit le métier. Il n'y a pas de saut métier. On n'apprend pas tout le même jour. Tu es devenu savant le même jour. C'est des années de travail, de sacrifice, de pénitence, etc. Il faut être solide. Il faut croire en soi, que je suis un être humain, j'ai un cerveau, je suis formé, j'ai la chance d'être formé. Je peux donc travailler correctement. Je peux le faire. Tout le monde l'a fait, pourquoi pas moi? C'est comme ça qu'il faut être convaincu. Ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un cadeau comme ça, tu dors, puis tu te réveilles comme déjà chaussé. Non, c'est difficile. Moi, je suis né en brousse, en Mbaye, chez les Bagangoulou là-bas. Et donc, même pas à Brazzaville, il n'y avait rien du tout. C'est la brousse, il n'y avait pas d'école primaire, il n'y avait rien du tout. C'est bien du tout. C'est la grande sœur de mon père qui m'a fait venir à Brazzaville. Et puis, à l'école, tu vas pour faire quoi? À quoi même l'école? Je ne savais pas. Je vais pour jouer au football, pour faire la bagarre, pour aller à la pêche, pour aller nager au fleuve Congo. Le football, c'est tout. L'école, bon, c'est lire et écrire, mais ça va faire quoi? On ne sait pas trop. Même au lycée, on a le bac, tout ça. On ne sait pas que les licences, on n'était pas informés. C'est maintenant qu'un enfant informe, tiens, il peut devenir médecin, ingénieur, informaticien, professeur, militaire, ceci, tout ça. On voit maintenant, avant on ne comprenait pas ces choses-là. Mais aujourd'hui, les jeunes comprennent. Il y a les internets, il y a les réseaux sociaux. Ils peuvent s'instruire, ils peuvent se cultiver, ils peuvent développer leur esprit critique. Il faut leur souhaiter bon vent. Pour parler de l'indépendance, les Youlous ont fait ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Il a fait nous bâtirons du nouveau. C'était le slogan, non? Et on a volé, je crois, bien plus après Youlou. Hein. Après, Massamba Deba a fait les Chakona, les textiles, les Kisundi, les Ofnacom, les Kombe, les plantes, les Matsumpa, des choses comme ça, un peu l'industrialisation du pays. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas où se trouvait Kisundi en question. Où était le chantier naval de Chakona? On a oublié même. Alors c'était un début de l'industrialisation du pays. Kisundi était où? Combien, etc. Bon. Les Congolais, c'est 60 ouvriers qu'il faut prendre. Ils ont pris 200, 300 ouvriers. Ça dit 100, mais pour ils ne travaillaient pas. Et ce n'est pas rentable. Et Kokoufa, ça c'est quelle gestion? Tu vois? Mais c'était des militants, parce qu'il faut les recruter. Voilà. Ensuite, après lui, il y a eu le président Marien Ngouabi. Et le Parti congolais du travail, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, organiser le pays, essayer de moraliser la vie politique, essayer de faire ceci, etc. Ça a tenu ce que ça a tenu jusqu'à l'assassinat en plein midi, à bout portant, l'armée étant consignée du chef du parti, du chef du pays, du président de la République. Donc il faut que les Congolais, je crois, peuvent se réunir, peuvent travailler ensemble, peuvent mettre leur intelligence en commun pour faire le bien, pour donner quand même l'électricité, c'est facile, faire des barrages. Pour donner quand même de l'eau. On a plein d'eau, des cours d'eau partout là. Ce n'est pas le Sahel. Pour donner l'emploi, créer des entreprises. Ce n'est pas la fonction publique qui doit prendre tout le monde. Créer des industries, lancer le pays à grande échelle.
Pas des petits trucs de rien du tout. Pas 2 hectares, 10 hectares, c'est quoi ça? Il faut faire grand, lancer le pays, hein, industrialiser le pays et faire des grandes écoles. Des grandes écoles, par exemple. Au baccalauréat, si vous avez 30 000 élèves, vous avez à peine 5 000 ou 10 000 filles. Donc le retard sera très difficile à rattraper dans les lycées tels que ça fonctionne. Donc l'État prend la décision de créer un lycée ou des lycées que des jeunes filles, internats, lycée, de la 6e en terminale. De la 6e en terminale. On fait des lycées internés. Bassi. Et le baccalauréat, on ne va pas présenter 5 femmes ou 2000 femmes. On va présenter 20 à 30 000 femmes maintenant, jeunes filles. Et du coup, on a rattrapé le gap qui est entre le genre, soi-disant. Mais il faut réfléchir à des choses. L'enseignement, c'est ça. Ce n'est pas donner des bancs, des chaises, et le contenu est toujours minable.